De toute façon, maman n'a plus vraiment son mot à dire, il faut avancer. La phrase est tombée au milieu du salon, tranchante, prononcée sans colère, mais avec cette assurance froide qui ne laisse pas de place à la discussion. Mes deux enfants étaient là, assis, face à face, les dossiers étalés sur la table basse, comme des armes soigneusement alignées. Je me suis sentie soudain de trop, comme une présence encombrante dans une scène qui se jouait désormais sans moi. Je n'ai pas immédiatement compris ce qui se passait. Pas parce que je manquais de lucidité, mais parce que l'idée même que mes enfants puissent parler de mon héritage comme d'un objet déjà disponible me semblait irréelle. J'étais là, bien vivante. Et pourtant, leur regard glissait au-dessus de moi, comme si j'étais devenue une formalité. Ils parlaient vite, de parts, de calculs, d'équilibre à trouver. Chacun avançait ses arguments, ses souvenirs, ses interprétations de ce qui lui reviendrait, logiquement. Le mot revenait souvent, logiquement, comme si l'héritage était une équation froide, indépendante de toute volonté, de toute loi, de toute personne. Je tentais parfois de prendre la parole, une phrase, une précision. Mais elle était aussitôt recouverte par un flot d'explications. On ne t'exclut pas, maman. On essaie juste d'anticiper. Anticiper quoi? Ma disparition? Ma mise à l'écart? Leur empressement me donnait le vertige. Je regardais mes enfants et je peinais à les reconnaître. Ceux que j'avais élevés dans l'idée du partage, du respect, de la patience, parlaient désormais comme des négociateurs pressés. L'argent avait changé la texture de leur voix. Il leur donnait une certitude nouvelle, presque brutale. Celle d'avoir des droits avant même que les règles ne soient posées. À un moment précis, l'un d'eux a dit « De toute façon, tout ça finira devant un notaire, autant régler ça entre nous. » Cette phrase a résonné longtemps en moi. Elle supposait que la loi n'était qu'une formalité finale, un tampon sur un accord déjà décidé. Elle effaçait complètement l'idée que j'étais encore libre de mes choix. Qu'il existait un cadre, précis, protecteur, qui ne dépendait ni de leur impatience ni de leurs calculs. Je me suis tue. Pas par faiblesse. Par sidération. Je comprenais que ce qui se jouait là dépassait un simple désaccord familial. Mes enfants ne se disputaient pas seulement un futur héritage. Ils se disputaient déjà le pouvoir de décider à ma place. Et cette prise de pouvoir se faisait avec une facilité déconcertante, comme si mon âge suffisait à me rendre transparente. Mais, quand la discussion s'est envenimée, je me suis levée, lentement. J'ai ramassé quelques papiers, sans un mot. Personne n'a essayé de me retenir. Ils étaient trop occupés à défendre leur vision de l'avenir. Un avenir où je n'apparaissais plus que comme une ligne dans un tableau. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le lit, le cœur calme mais lourd. Une pensée s'est imposée, claire, presque sévère. Mes enfants ignoraient quelque chose d'essentiel. Ils parlaient comme si la loi leur appartenait déjà. Comme si la filiation suffisait à transformer leurs désirs en droit. Ce soir, à la, j'ai ouvert un dossier que je conservais depuis longtemps. Des documents notariés, des courriers officiels, des textes que j'avais lus autrefois sans imaginer qu'ils deviendraient un jour nécessaires. En les relisant, une évidence s'est dessinée. Ce que mes enfants croyaient évident ne l'était pas. Ce qu'ils pensaient acquis ne l'était pas davantage, mais je n'ai ressenti ni colère ni désir de punir. Seulement une lucidité grave. La loi française ne se contente pas des liens du sang, ni des accords improvisés. Elle protège la volonté, la personne, la chronologie. Et elle réserve parfois des surprises à ceux qui croient pouvoir décider trop tôt. Ce soir-là, tandis que mes enfants continuaient à se disputer dans le salon, j'ai compris que je n'avais pas seulement le droit de me taire. J'avais le droit de préparer, de vérifier, de rappeler, le moment venu, que l'héritage n'est pas une prise de guerre, mais une construction encadrée. Ils se battaient déjà pour ce qu'ils pensaient leur revenir. Ils ignoraient encore que la loi racontait une toute autre histoire. Avant cette scène où mes enfants parlaient de mon héritage comme d'un dossier déjà ouvert, il y avait eu une vie construite sur une idée simple. Transmettre, sans diviser. J'avais toujours cru que l'essentiel se donnait avant de se léguer. Le temps, l'attention, la sécurité. L'argent n'était jamais un levier de pouvoir chez nous. Il servait à tenir, à aider, à soutenir quand il le fallait. Puis il se faisait discret, là. Je me souviens des années où je travaillais sans compter,
où chaque économie avait un but précis. J'anticipais les études, les imprévus, les départs. Je voulais que mes enfants aient le choix, pas la dette. Leur liberté m'importait plus que la reconnaissance. J'avais cette conviction naïve, peut-être, que l'on récolte toujours ce que l'on sème. J'ignorais encore que la patience peut être interprétée comme une disponibilité permanente. Quand leur père est mort, j'ai continué seul. J'ai appris à gérer, à décider, à tenir la barre sans bruit. J'ai lu, compris, signé. Je n'ai jamais délégué sans comprendre. Cette autonomie faisait partie de moi. Elle n'avait rien d'ostentatoire. Elle s'exerçait dans la continuité, dans la rigueur tranquille. Je pensais que mes enfants la connaissaient, qu'ils la respectaient. Ils ont grandi, fondé leur vie, leur foyer. Je suis restée présente sans m'imposer. J'aidais quand on me le demandait, parfois financièrement, sans condition, sans rappel. Donner faisait partie de mon langage. Je croyais que la générosité protège. Je n'avais pas envisagé qu'elle puisse devenir un argument. Peu à peu, des discussions ont émergé, des phrases prononcées à la légère, comme pour sonder le terrain. Tu as pensé à faire un testament? Ce serait plus simple si tout était clair. Je répondais calmement. Je disais que j'avais le temps, que je verrais le moment venu. Je ne fiais pas le sujet. Je refusais seulement la précipitation. Ce qui m'a échappé, à l'époque, c'est le glissement. La manière dont une inquiétude légitime peut se transformer en revendication. Les questions ont changé de nature. Elles n'étaient plus orientées vers ma volonté, mais vers l'équilibre entre eux. Il faudrait que ce soit juste. Juste pour qui? Cette précision manquait toujours. Je continuais à croire que ces échanges restaient théoriques, qu'ils relevaient d'une anticipation abstraite, sans conséquence immédiate. Je ne voyais pas que l'héritage, avant même d'exister juridiquement, commençait déjà à structurer leurs positions, leurs attentes, leurs comparaisons. Avec le recul, je reconnais les signes, les regards qui se croisent quand je parlais, les silences après certaines réponses. Les phrases conclues trop vite. Rien de brutal. Tout était feutré. Comme si l'on préparait un terrain, sans encore y planter quoi que ce soit. Je ne voulais pas y voir un conflit. Je refusais l'idée même que mes enfants puissent me considérer comme un obstacle. J'avais passé trop de temps à les protéger, pour imaginer qu'ils puissent désormais me contourner. Cette confiance n'était pas une faiblesse morale, elle était simplement hors de saison. La vie d'avant reposait sur une évidence non dite. Je déciderais le moment venu, et ils respecteraient. Cette évidence n'avait jamais été discutée, ni formalisée. Elle existait comme une règle implicite, fragile parce qu'elle n'était jamais écrite. Ce soir-là, après la dispute, j'ai relu des documents anciens, des actes, des courriers, des notes prises au fil des ans. Je retrouvais la cohérence de mes choix, la continuité de mes décisions. Rien ne correspondait au scénario qu'il semblait déjà joué. La loi, telle que je la connaissais, ne validait pas cette précipitation, ni cette appropriation anticipée. Je ne ressentais pas de colère contre mes enfants. Je ressentais une tristesse lucide. Celle de comprendre que l'amour ne protège pas toujours des malentendus et que la loi existe précisément pour ces moments où l'affect brouille les limites. La vie d'avant n'était pas une erreur, elle était fondée sur la confiance. Mais cette confiance avait laissé un vide, celui des règles clairement posées. Et dans ce vide, chacun avait commencé à projeter ses attentes. Ce jour-là, j'ai compris que si je ne posais pas le cadre, d'autres le feraient à ma place. Et que la loi, silencieuse mais précise, avait déjà prévu ce que mes enfants ignoraient encore. Les premiers signes de rejet ne se sont pas manifestés par une opposition frontale. Ils ont pris la forme d'un glissement presque imperceptible, comme si ma place s'était déplacée sans que personne n'ose le dire clairement. Je n'étais plus au centre des décisions qui me concernaient, mais je n'en étais pas encore totalement exclue. J'étais là, en périphérie. Au début, cela passait par des conversations menées sans moi, puis résumées trop rapidement. On en a parlé entre nous. Cette phrase revenait souvent. Elle donnait l'impression d'une efficacité collective, alors qu'elle instaurait surtout une distance. Je me retrouvais face à des décisions déjà cadrées, présentées comme raisonnables, presque évidentes. Quand je demandais pourquoi je n'avais pas été consultée plus tôt, on me répondait que ce n'était pas nécessaire, que je serais d'accord, de toute façon.
Puis il y a eu les comparaisons. Discrètes, jamais assumées. Ce serait plus simple si chacun avait la même chose. Tu comprends? Il faut éviter les jalousies. Ces phrases ne parlaient pas de moi. Elles parlaient d'eux, de leurs peurs, de leurs attentes, de leurs comptes intérieurs. Et peu à peu, je comprenais que ma volonté passait après leurs besoins de sécurité. Les petites humiliations se sont installées sans éclat. Un soupir quand je posais une question. Un regard échangé quand je répondais que je n'avais pas encore décidé. On me disait que je réfléchissais trop, que je compliquais inutilement. On invoquait mon âge avec une fausse délicatesse. Tu te fatigues pour rien. Comme si penser était devenu un effort déplacé. Je continuais pourtant à être utile. On me sollicitait pour garder les enfants, pour aider financièrement, pour rendre service. J'étais encore celle sur qui on pouvait compter. Mais je n'étais plus celle dont la parole comptait. Cette dissociation est douloureuse, parce qu'elle vous maintient dans un rôle valorisant tout en vous retirant votre légitimité. Je notais ces moments sans les commenter. Une date, une phrase exacte. Un silence prolongé, après une réponse qui ne convenait pas. Ce n'était pas une obsession. C'était une manière de rester ancré dans la réalité. Quand on commence à vous faire sentir que vous exagérez, que vous voyez des problèmes là où il n'y en aurait pas, écrire devient une forme de résistance douce. Mes enfants, de leur côté, semblaient de plus en plus pressés. L'héritage, qui n'était jusque-là qu'un mot abstrait, devenait un sujet concret, presque urgent. Ils parlaient d'équilibre, de justice, de ce qui serait normal. Ce mot revenait souvent. Normal. Comme si la normalité pouvait effacer la loi, la volonté, la chronologie. Un jour, l'un d'eux a dit, presque sans y penser, « De toute façon, quand tu ne seras plus là », la phrase s'est arrêtée. Net. Un silence gêné a suivi. J'ai souri, par réflexe. Mais quelque chose s'est fissuré. Cette phrase n'était pas seulement maladroite. Elle révélait une pensée déjà installée, celle d'un futur où je n'étais plus qu'un point de départ, pas une personne encore décisionnaire. À partir de là, j'ai observé plus attentivement leurs attitudes. La manière dont ils parlaient de mes biens comme d'éléments à répartir, les calculs faits à voix haute, les suppositions présentées comme des évidences. Je n'intervenais pas. Je regardais, j'écoutais, et j'écrivais. Je me suis surprise à douter de moi. Pas de mes souvenirs, mais de leur légitimité. Avais-je le droit de retarder les choses? De refuser certaines discussions? De dire simplement « pas maintenant » ? Ce doute est insidieux. Il ne vous attaque pas frontalement. Il vous érode. Et c'est précisément ce qu'il fait quand il s'installe dans un contexte familial. Le carnet est alors devenu plus structuré. Je notais les dates exactes, les personnes présentes, les mots employés. Je refusais l'interprétation. Je voulais des faits. Parce que je sentais confusément que, plus tard, on pourrait dire que je n'avais pas compris, que j'avais mal interprété, que j'avais exagéré. Les faits, eux, ne se défendent pas. Ils existent. Ce qui me frappait le plus, c'était la rapidité avec laquelle mes enfants avaient intégré l'idée que l'héritage leur appartenait déjà un peu. Comme si le simple fait d'en parler suffisait à le rendre réel. Ils ignoraient que la loi française ne fonctionne pas sur des intentions, ni sur des accords familiaux improvisés. Elle protège d'abord la personne vivante, sa volonté, sa liberté. Je n'étais pas encore prête à parler. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je comprenais que toute réaction émotionnelle serait utilisée pour me disqualifier. J'avais besoin de clarté, pas de confrontation. Ce jour-là, j'ai compris que les petites humiliations ne sont jamais anodines. Elles préparent le terrain. Elles rendent acceptable ce qui, autrement, serait impensable. Et face à cela, le silence n'est pas toujours une faiblesse. Il peut devenir une phase d'observation nécessaire. Je n'avais pas encore agi. Mais je savais désormais exactement ce que je refusais. Être encore vivante, et déjà effacée. La goutte d'eau n'a pas été une dispute violente, ni une phrase prononcée trop fort. Elle a pris la forme d'un document, posé là comme une évidence, présenté avec un calme presque bienveillant. Un après-midi ordinaire, autour de la table de la cuisine, mes enfants m'ont parlé d'un rendez-vous, déjà pris, chez le notaire. Pas pour me consulter. Pour régulariser. Le mot m'a frappé. Régulariser quoi, exactement? Rien n'était irrégulier. J'étais là, capable, informée. Et pourtant,
Il parlait comme si une étape naturelle s'imposait, comme si le temps m'avait déjà dépassé. J'étais l'un d'eux a sorti une chemise. À l'intérieur, des copies de documents, des notes, des propositions de répartition. Tout était soigneusement préparé. Trop soigneusement. Je reconnaissais certains éléments, des informations que je n'avais jamais données, des chiffres exacts, des références à des comptes que je n'avais évoqués qu'en privé. Quelqu'un avait fouillé, quelqu'un avait rassemblé. Il parlait d'une donation anticipée, de simplification, de protection. Les mots étaient choisis pour rassurer. Comme ça, tout sera clair. Ça évitera les conflits plus tard. Plus tard. Comme si le conflit n'était pas déjà là. Puis est venue la phrase qui a tout changé. De toute façon, c'est mieux de le faire maintenant, pendant que tu es encore en état de comprendre. Je n'ai pas immédiatement réagi. J'ai senti le sol se dérober légèrement. Ce n'était plus une discussion maladroite. C'était une remise en cause directe de ma capacité. Une tentative de m'enfermer dans un calendrier qui n'était pas le mien. Leur empressement n'était plus seulement inconfortable, il devenait dangereux. J'ai demandé à voir les documents originaux. On m'a répondu que ce n'était que des brouillons, que rien n'était signé. Mais les dates étaient déjà là. Les rendez-vous aussi. On avait anticipé mon accord comme on anticipe une formalité. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'est pas l'argent. Ce n'est jamais l'argent. C'est la façon dont on m'a parlé. Comme à quelqu'un qu'il fallait guider, presser, orienter. Comme si ma volonté n'était plus qu'un obstacle à gérer avec tact. Je me suis levée. J'ai pris la chemise. Je l'ai feuilletée lentement. Chaque page confirmait ce que je refusais encore d'admettre pleinement. Mes enfants n'attendaient plus que je décide. Ils attendaient que je cède. J'ai rendu les papiers sans un mot. J'ai dit que je ne signerais rien. Pas aujourd'hui. Pas demain. Que je voulais comprendre, réfléchir, consulter. Le silence qui a suivi a été lourd, presque agacé. On m'a répondu que je compliquais inutilement les choses, que je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas. C'est à cet instant précis que j'ai compris qu'il ne s'agissait plus d'un désaccord familial. Mais c'était une tentative de dépossession, douce, mais réelle. Une manière de m'arracher la décision sous couvert de bienveillance. Et cette bienveillance affichée rendait la manœuvre encore plus violente. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai sorti tous mes dossiers. J'ai relu les actes, les courriers, les notes prises au fil des années. Rien, absolument rien, ne justifiait cette urgence. Rien ne permettait de décider à ma place. La loi était claire. Plus claire que leur discours. J'ai ressenti une colère froide. Pas explosive. Une colère lucide, structurante. Celle qui ne cherche pas à punir, mais à protéger. À se protéger soi-même. J'ai compris que si je signais, même provisoirement, je renoncerais à quelque chose d'irréversible. Pas seulement des biens. Ma voix. Ma légitimité. Et je savais aussi que refuser ouvertement, sans préparation, monsieur m'exposerait à un autre danger, celui d'être présenté comme obstiné, confuse, déraisonnable. La goutte d'eau, ce n'était pas ce document en lui-même. C'était la certitude que mes enfants avaient franchi une limite intérieure. Ils ne me voyaient plus comme la décisionnaire, mais comme l'obstacle. Ah, ce soir, Allah, j'ai cessé d'espérer un retour spontané au respect, et j'ai décidé, calmement, que je ne serais plus jamais poussée à signer ce que je n'avais pas choisi. Les jours qui ont suivi cette scène ont été traversés par une tension silencieuse, presque polie. Rien n'a éclaté ouvertement. Mes enfants continuaient à m'appeler, à passer, à parler de choses ordinaires. Mais quelque chose s'était définitivement déplacé. Je le sentais dans leur silence, dans la façon dont certaines questions restaient en suspens, dans cette attention nouvelle qu'ils portaient à mes réactions, non, comme s'ils cherchaient à mesurer jusqu'où je pouvais encore aller seule. Mais la nuit, surtout, m'obligeait à penser. Je dormais peu. Pas par angoisse, mais parce que mon esprit refusait désormais de s'abriter derrière des évidences anciennes. Je revoyais les scènes, les phrases exactes, les regards échangés. Je comprenais que ce qui se jouait n'était pas seulement une affaire d'héritage, mais une redéfinition brutale de ma place. Et cette redéfinition se faisait sans moi. Je me suis interrogée sans complaisance. Avais-je trop donné?
Avais-je laissé s'installer une confusion entre l'aide et le droit, entre la générosité et la disponibilité permanente? Je ne cherchais pas à me culpabiliser. Je cherchais à comprendre le mécanisme. Car comprendre, c'était déjà reprendre la main. J'ai ressorti mon carnet, celui que je tenais depuis des années, sans but précis au départ. J'y notais désormais tout avec une rigueur nouvelle. Les dates, les propositions formulées, les termes exacts employés. Pas pour nourrir une rancœur, mais pour m'ancrer dans le réel. Quand les proches commencent à décider pour vous, le réel devient votre meilleur allié. Je me suis surprise à douter de moi par moments, à me demander si je n'étais pas en train de compliquer inutilement les choses. Cette pensée revenait souvent, presque insidieuse. Après tout, ils veulent ton bien. Mais une autre voix, plus calme, plus ferme, répondait. Vouloir le bien de quelqu'un ne donne pas le droit de le déposséder de sa volonté. J'ai compris que le danger le plus immédiat n'était pas la perte matérielle. C'était l'installation progressive d'un récit où mon refus deviendrait une preuve d'incapacité. Plus je résistais sans cadre, plus je risquais d'alimenter ce récit. Il fallait sortir du registre affectif. Trouver un espace où la parole est protégée par des règles, pas par des sentiments fluctuants. Un matin, j'ai pris une décision simple. Je n'aborderai plus le sujet de l'héritage avec mes enfants. Pas pour l'éviter, mais pour le déplacer. Les discussions familiales ne pouvaient plus être le lieu de ce débat. Elle était devenue trop chargée, trop biaisée. Je leur ai dit que je réfléchirais de mon côté, à mon rythme, sans me justifier davantage. Ce choix a été mal reçu. Je l'ai senti immédiatement. On m'a reproché mon silence, mon manque de transparence. On m'a parlé de confiance, de dialogue. J'écoutais sans répondre. La confiance ne consiste pas à se plier à une urgence qui n'est pas la sienne. Le dialogue n'est pas un ultimatum déguisé. Je me suis mise à relire les textes de loi que j'avais consultés autrefois, presque par curiosité. Le Code civil, dans ses formulations précises, m'apparaissait soudain comme un refuge. Non pas parce qu'il promettait une victoire, mais parce qu'il rappelait une évidence oubliée. Tant que je suis vivante et capable, rien ne peut être décidé sans moi, ni partagé, ni anticipé, à ma place. Cette clarté m'a apaisée. Elle a fait taire une part du doute que l'on tentait d'installer en moi. Je n'étais pas en train de m'opposer à mes enfants par orgueil ou par peur. Je défendais un principe simple, la chronologie. La loi respecte le temps des vivants avant celui des héritiers. Je savais désormais que la prochaine étape ne pourrait pas être improvisée, qu'il me faudrait des avis extérieurs, neutres, capables de regarder les faits sans émotion. Pas pour punir, pour protéger. Je n'avais encore pris aucun rendez-vous. Mais la décision intérieure était prise. Un soir, j'ai écrit cette phrase dans mon carnet, sans la corriger. Je ne refuse pas de transmettre. Je refuse qu'on me transmette à moi, à même une version diminuée, de ce que je suis. Cette phrase m'a tenue droite. Elle m'a rappelé que la transmission n'est pas une dépossession anticipée, mais un acte libre, réfléchi, encadré. Et que céder par fatigue serait une trahison plus grave encore que le conflit. La prise de conscience ne s'est pas faite dans le bruit. Elle s'est installée comme une certitude calme. Je n'étais pas obligée de convaincre mes enfants. J'étais tenue, en revanche, de me respecter. Et ce respect passait désormais par une préparation discrète, méthodique, loin des regards et des pressions. La préparation n'a pas commencé par une confrontation, ni par une annonce solennelle. Elle a commencé par un geste simple. Reprendre la maîtrise de ce qui m'appartenait déjà. J'avais compris que toute parole prononcée trop tôt serait disséquée, interprétée, retournée. Il fallait d'abord consolider le terrain, en silence, avec méthode. J'ai pris rendez-vous avec mon notaire. Pas celui que mes enfants évoquaient à demi-hameau, mais celui que j'avais consulté autrefois, quand leur père était encore vivant. Un homme qui connaissait mon histoire, mes choix, ma manière d'avancer sans précipitation. Je suis arrivée avec un dossier ordonné, des documents classés, et mon carnet. Je n'ai pas parlé de conflit, j'ai parlé de volonté. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a posé des questions précises, presque techniques. Avais-je signé quoi que ce soit, récemment? Avais-je donné procuration? Avais-je été pressé?
Chaque réponse venait renforcer une évidence que je sentais déjà. Rien ne justifiait l'urgence qu'on tentait de m'imposer. La loi était claire. Plus claire que les discours familiaux. Il m'a expliqué les protections existantes, les erreurs à éviter, les démarches à entreprendre pour sécuriser ma liberté de décision. Il a insisté sur un point essentiel, ne jamais agir sous pression, ne jamais signer pour apaiser. La loi protège la volonté exprimée librement, pas les concessions faites par lassitude. Sur ces conseils, j'ai commencé à mettre certaines choses à l'abri. J'ai vérifié l'ensemble de mes comptes, demandé des relevés détaillés, fait confirmer par écrit que toute opération importante nécessitait ma signature personnelle. J'ai ouvert un compte distinct, exclusivement à mon nom. Ce n'était pas un retrait de confiance. C'était une clarification. J'ai également fait un inventaire précis de mes biens. Pas pour les répartir, mais pour les connaître parfaitement. Chaque élément devait être identifié, daté, rattaché à une décision antérieure. Cette rigueur n'était pas une méfiance. C'était une manière de ne plus laisser d'espace à l'approximation. À la maison, je continuais à me montrer calme. Je répondais aux appels, je recevais mes enfants quand ils venaient. Mais je ne parlais plus d'héritage. Je sentais leur impatience grandir. Ils tentaient parfois de relancer le sujet, sous couvert d'inquiétude. Je me contentais de dire que je réfléchissais, que je prenais conseil. Rien de plus. Cette retenue les déstabilisait. Ils n'avaient plus de prise émotionnelle. Je n'étais ni agressive, ni craintive, simplement déterminée, sans le dire. Le silence, cette fois, ne servait plus à éviter le conflit. Il servait à préparer un cadre où le conflit n'aurait plus de pouvoir. J'ai aussi consulté un avocat. Pas pour engager une procédure, mais pour comprendre. Là, comprendre les limites, les droits, les risques. Il a relu certains documents, écouté mon récit, posé les mêmes questions que le notaire, sous un autre angle. La conclusion était identique. Ce que mes enfants tentaient d'anticiper ne leur appartenait pas. Ces rendez-vous m'ont renforcé. Non pas parce qu'ils validaient une colère, mais parce qu'ils confirmaient une cohérence. Je n'étais pas en train de m'opposer à mes enfants par caprice. Je défendais un principe fondamental. La liberté de disposer de soi à même tant que l'on est vivant et capable. Chaque soir, je consignais les démarches effectuées. Les dates, les conseils reçus, les décisions prises. Cette écriture me rassurait. Elle me rappelait que je n'agissais pas dans la réaction, mais dans la construction. Quand on a tenté de vous faire douter de votre lucidité, la traçabilité devient une forme de protection intime. Mais il y avait des moments de fatigue, des soirs où je me demandais si tout cela valait la peine, si je ne risquais pas de rompre définitivement quelque chose. Mais je savais aussi ce que l'inaction m'avait déjà coûté. La tranquillité d'esprit. Et je savais qu'une paix fondée sur la dépossession n'est jamais durable. La préparation m'a transformée. Pas en femme dure, en femme exacte. Je ne cherchais plus à convaincre, ni à rassurer. Je construisais un cadre solide, où la loi parlerait à ma place, si nécessaire. Je n'avais encore rien révélé, mais tout était prêt. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais que le temps travaillait pour moi, non contre moi. Le piège ne s'est pas refermé brusquement. Il s'est resserré avec la précision d'un mécanisme que l'on a longtemps préparé. Une date fixée, un courrier officiel, un cadre qui ne dépendait plus de nos émotions, ni de nos rapports familiaux. J'avais voulu cela. Un espace où les faits parlent sans être couverts par l'affect. La convocation est arrivée un matin, discrète, glissée parmi d'autres enveloppes. Je l'ai ouverte calmement. Elle confirmait ce que je savais déjà. Le moment était venu. Non pas pour accuser, ni pour régler des comptes, mais pour poser officiellement ce qui avait été tenté sans moi. J'ai rangé la lettre dans mon dossier, à sa place exacte. Rien n'était improvisé. Quand mes enfants ont compris qu'un cadre légal était désormais en jeu, leur attitude a changé. L'assurance s'est fissurée. Les phrases sont devenues prudentes, parfois contradictoires. Ils cherchaient à comprendre ce que je savais, ce que j'avais entrepris, jusqu'où j'étais allé. Je ne répondais pas. Plus rien ne devait se négocier dans les couloirs de l'affect. Le jour venu, la salle était sobre. Ni intimidante, ni accueillante. Des dossiers, une table, des regards neutres. C'était précisément ce qu'il fallait. Mes enfants étaient là, assis côte à côte, comme pour faire front. Je les ai regardés sans colère. Je voyais surtout leur surprise. Ils avaient cru pouvoir décider avant moi.
Il découvrait que la loi ne fonctionne pas sur l'anticipation intéressée. Les documents ont été examinés un à un, les propositions de donation préparées sans mon accord, les rendez-vous pris à ma place, les notes internes où l'on parlait d'urgence, de simplification, d'équilibre à préserver entre eux. Tout était formulé avec prudence, mais l'ensemble dessinait une trajectoire claire, celle d'une dépossession progressive, enveloppée de bonnes intentions. Je n'ai presque rien dit. Je n'en avais pas besoin. Mon carnet précisait les dates, les phrases exactes, les moments où l'on m'avait pressé sans me consulter. Les professionnels, présents, faisaient leur travail. Ils ne jugeaient pas les intentions. Ils analysaient les actes. Et les actes, une fois alignés, parlaient d'eux à même. À un moment précis, l'un de mes enfants a tenté d'expliquer, de contextualiser, de dire qu'ils avaient voulu bien faire, éviter les conflits, protéger. Les mots étaient sincères, peut-être. Mais ils arrivaient trop tard. La protection ne consiste pas à anticiper la volonté de quelqu'un sans la lui demander. Et la loi le rappelait avec une clarté implacable. On m'a demandé si je souhaitais ajouter quelque chose. J'ai levé les yeux. J'ai parlé calmement, sans accusation. J'ai rappelé que j'avais toujours géré mes affaires avec rigueur, mais que je n'avais jamais refusé de transmettre, seulement d'être mise devant le fait accompli. J'ai dit que je voulais que toute décision future respecte un principe simple, un consentement explicite, libre, éclairé. Le silence qui a suivi était dense, pas hostile, dense de ce qui venait d'être reconnu officiellement. Le cadre était posé. Les démarches engagées sans moi étaient suspendues. Toute initiative future devrait passer par une validation claire. La parole familiale ne suffisait plus. La loi avait repris sa place. En sortant, mes enfants étaient silencieux. Je sentais leur confusion, peut-être leur colère rentrée, peut-être aussi une forme de honte. Je ne cherchais pas à lire dans leurs pensées. Ce moment ne m'appartenait plus, il leur appartenait. Chacun devait désormais faire avec ce qui avait été mis en lumière. L'un d'eux m'a rattrapé dans le couloir. Il a voulu parler, s'expliquer. J'ai écouté, brièvement. Puis j'ai dit que nous parlerions plus tard, autrement, si cela devait se faire. Pas ici. Pas maintenant. Il y a des lieux pour les faits et d'autres pour les émotions. Les confondre ne répare rien. Ce jour-là, je n'ai pas gagné contre mes enfants. Je n'ai pas cherché à leur donner une leçon. J'ai simplement cessé d'être le terrain sur lequel ils réglaient leurs comptes anticipés. Le piège s'est refermé non parce que j'avais été plus forte, mais parce que j'avais été exacte. Exacte dans les dates. Exacte dans les mots. Exacte dans le respect de la loi. Exact. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais que ce qui avait été tenté ne pourrait plus se reproduire. Pas avec moi. L'éclatement n'a pas pris la forme d'une rupture nette, ni d'une scène dramatique. Mais il s'est diffusé lentement, presque silencieusement, dans les semaines qui ont suivi. Comme une vérité trop longtemps contenue, enfin libérée, mais encore maladroite. Rien n'était plus vraiment à sa place, et personne ne savait comment reprendre les gestes d'avant. Mes enfants évitaient désormais le sujet. L'héritage, qui avait occupé tant d'espace dans leur conversation, était devenu un terrain miné. On n'en parlait plus. Ou plutôt, on n'osait plus en parler. Le silence qui s'était installé n'était pas le mien. C'était celui de ceux qui viennent de comprendre que certaines lignes ne peuvent pas être franchies sans conséquence. Les appels se sont espacés, les visites aussi. Quand nous nous voyions, les échanges restaient polis, mesurés, parfois maladroits. On parlait de choses neutres. La météo, les enfants, des détails du quotidien. Neutre, tout ce qui touchait à l'avenir commun semblait suspendu, comme si l'on craignait de réveiller quelque chose d'irréversible. Je sentais chez eux une confusion profonde. Ils n'avaient pas été condamnés, ni humiliés. Et pourtant, quelque chose s'était effondré. Le récit qu'ils s'étaient construit, celui d'une anticipation légitime, presque naturelle, ne tenait plus. Ils devaient désormais faire avec cette réalité. Ils n'avaient pas le droit de décider à ma place. Pas encore. Peut-être jamais de la manière dont ils l'avaient imaginé. Certains membres de la famille ont pris parti, discrètement. Les versions circulaient, parfois déformées, parfois incomplètes. On parlait de malentendus, de rigidité excessive, de tensions inutiles. Je n'ai corrigé personne. La vérité n'a pas besoin d'être répétée partout. Elle s'impose là où elle est examinée avec sérieux.
Ailleurs, elle attend. Il y a eu des reproches voilés. Tu aurais pu nous faire confiance. Tout ça aurait pu être plus simple. Je les ai entendus sans répondre. La confiance n'est pas un abandon de soi. Et la simplicité ne justifie pas l'effacement. Chevet, ma fille a été la plus troublée. Je la voyais lutter entre deux fidélités, celle qu'elle avait construite avec son frère et celle qu'elle redécouvrait à mon égard. Elle me posait parfois des questions tardives, hésitantes. Pourquoi maintenant? Pourquoi ainsi? Je répondais sans colère. Je lui expliquais que le moment n'est jamais idéal pour rappeler des limites, mais qu'il devient nécessaire quand elles ont été franchies. Peu à peu, certaines choses se sont dites. Pas tout. Pas encore, mais assez pour que les non-dits ne soient plus aussi lourds. Elle a reconnu qu'ils avaient parlé entre eux, qu'ils avaient imaginé des scénarios, qu'ils s'étaient convaincus que j'accepterais, comme j'avais souvent accepté avant. Cette reconnaissance, même partielle, comptait. Avec mon fils, la distance a été plus nette. Il vivait cette mise au point comme une remise en cause personnelle. Je respectais son silence. Chacun a son rythme pour affronter ce qu'il a préféré ne pas voir. Je savais que forcer la discussion ne ferait qu'ancrer les positions. Ce qui s'effondrait, ce n'était pas seulement une organisation anticipée de l'héritage. C'était une hiérarchie implicite, installée sans être nommée. Celle qui place les enfants adultes en gestionnaires, naturels, et les parents vieillissants en figures à accompagner, voire à contourner. Cette hiérarchie avait trouvé dans l'urgence et l'argent un prétexte commode. Elle venait d'être désavouée. Je me suis efforcée de préserver les plus jeunes. Les petits à enfants n'avaient rien à voir avec cette histoire. Je refusais qu'ils deviennent des témoins involontaires ou des messagers maladroits. Ce conflit n'était pas transmissible. La transmission que je voulais laisser n'était pas celle du ressentiment, mais celle de la clarté et du respect. De mon côté, je ressentais une fatigue nouvelle. Pas une lassitude morale, mais l'épuisement qui suit les moments de tension prolongée. J'ai ralenti. J'ai réduit mes échanges. Je me suis accordé le droit de ne pas être disponible. Ce retrait n'était pas une fuite. C'était une convalescence. L'éclatement familial n'a pas été total. Il a été partiel, progressif, parfois réversible. Mais il a marqué un point de non-retour. Certaines illusions se sont dissipées. Certaines attentes ont été réajustées. La relation ne pouvait plus reposer sur l'évidence tacite que j'accepterais tout pour préserver la paix. Je regardais cette recomposition avec une lucidité calme. Ce qui se défaisait n'était plus à maintenir à tout prix. Ce qui pouvait se reconstruire le ferait sur d'autres bases, plus justes, plus explicites. L'éclatement n'était pas une fin, c'était une conséquence. La conséquence d'une vérité enfin reconnue, même si elle faisait vaciller ce que l'on croyait solide. Et dans ce mouvement lent, parfois douloureux, je sentais déjà se dessiner autre chose. Un espace où ma place ne serait plus négociable. La nouvelle vie n'a pas commencé le jour où les choses ont été dites officiellement. Elle a commencé plus doucement, presque à mon insu, quand j'ai cessé de vivre en fonction des attentes des autres. J'ai compris que je n'avais plus à prouver ma lucidité, ni à justifier mes choix. Cette compréhension a allégé mes journées d'un poids ancien. Je n'ai pas changé de lieu. Je n'en avais pas besoin. J'ai changé de rythme. J'ai cessé de répondre immédiatement aux messages, de me rendre disponible par réflexe. J'ai choisi mes moments. Cette liberté nouvelle n'était pas spectaculaire, mais elle avait une densité particulière. Elle me rendait à moi à même. J'ai repris des habitudes, laissées en suspens. La lecture, le matin, sans urgence. Les promenades lentes, sans objectif précis. Je redécouvrais la valeur du temps non compté, celui qui n'est pas évalué à l'aune de son utilité. Ce temps à l'âme m'avait manqué sans que je m'en rende compte. Il m'a permis de respirer autrement. Les relations ont évolué. Certaines se sont espacées naturellement, sans conflit. D'autres se sont resserrées, plus discrètement. J'ai rencontré des personnes qui ne savaient rien de mon histoire. Avec elles, je n'étais ni une mère à ménager, ni une figure à contester. J'étais simplement quelqu'un qui écoute et qui parle à égalité. Cette simplicité avait quelque chose de réparateur. Avec mes enfants, le lien existait encore, mais il n'était plus le même. Il était plus fragile, parfois maladroit, mais aussi plus honnête. Nous avancions sans promesses excessives. Je n'attendais plus qu'ils valident mes décisions. Eux apprenaient, lentement, que mon silence n'était plus une permission.
C'était un choix. Je me suis remise à écrire, sans objectif juridique ni besoin de consigner des faits. J'écrivais pour déposer, pour comprendre, pour ne pas laisser certaines pensées tourner en boucle. Cette écriture-là n'était plus une défense. Elle était une présence. Elle me rappelait que ma voix m'appartenait, même quand elle ne cherchait pas à convaincre. Elle se manifeste dans des gestes simples, décider sans consulter, refuser sans culpabilité, me taire sans disparaître. Chaque jour, je mesure la différence entre le silence subi et le silence choisi. Il m'arrive de penser à celles et ceux qui traversent des situations semblables. À ces parents vieillissants, que l'on rassure pour mieux les contourner, que l'on presse au nom de l'efficacité, que l'on fatigue jusqu'à ce qu'ils renoncent. Je voudrais leur dire que le doute constant n'est pas une preuve de faiblesse, mais souvent le résultat d'une pression répétée, organisée, presque invisible. Et que cette pression peut être stoppée. Mais je ne suis pas devenue méfiante. Je suis devenue exacte, plus attentive aux faits qu'aux intentions affichées, plus fidèle à ce que je vois qu'à ce qu'on voudrait me faire croire. Cette exactitude m'a coûté des illusions, et bien, parfois des proximités, mais elle m'a rendu quelque chose d'inestimable. La cohérence intérieure. Il reste une part de mélancolie. Des souvenirs d'une famille telle qu'elle aurait pu être si la parole avait été accueillie plus tôt, si l'argent n'avait pas pris cette place. Je ne la rejette pas. Elle fait partie du prix de la lucidité. Mais elle ne me paralyse plus. Elle m'accompagne comme un rappel discret de ce que j'ai traversé et de ce que j'ai refusé de laisser me définir. Aujourd'hui, je ne cherche plus à réparer le passé. Je construis un présent habitable, un présent où ma voix n'a pas besoin d'être validée pour exister, où mes choix ne sont plus négociables sous couvert de protection, où le calme n'est plus un renoncement, mais un acte. Si je devais laisser un dernier message, il ne serait ni amer ni accusateur. Il serait simple, forgé par l'expérience et la patience. Un message pour celles et ceux qui hésitent encore à défendre leur lucidité, par peur de déranger, par crainte de perdre l'amour des autres ou par habitude de s'effacer. Le silence peut aussi être une forme de justice.